Hey, je suis ravie et très excitée de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler des costumes dans la saga Harry Potter. J'ai décidé de rouvrir la série de vidéos que j'ai commencé cet été où je parle du rôle et de l'influence des costumes dans les œuvres cinématographiques. J'avais commencé par étudier la mode dans la série Euphoria et je me suis dit, c'est la fin de l'année, c'est Noël, c'est l'hiver, quoi de mieux que de faire une vidéo sur les costumes dans Harry Potter? Parce que cette saga, j'en suis déjà follement amoureuse, mais aussi parce que vu qu'il y a 7 livres et 8 films, c'est très pratique pour voir l'évolution des costumes et voir en quoi les costumes peuvent nous apporter des éléments sur l'intrigue, sur les personnages. J'ai décidé de faire en fait 2 vidéos pour vous parler d'Harry Potter parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et que je ne veux pas faire de consensus et de concessions sur Harry Potter. Ah non non non. Vous voilà dans cette première partie de vidéo dans laquelle je vais plus parler des gentils et la deuxième vidéo va se concentrer sur la mode dans les forces du mal. Donc cette première vidéo, elle va se sous-diviser en 2 parties. La première, je vais essayer de voir en quoi les costumes permettent de tracer l'évolution identitaire des jeunes héros qu'on suit, qui, quand on entre dans l'histoire ont 11 ans, puis à la sortie de Poudlard en ont 18. Et dans un deuxième temps de la vidéo, je vais essayer de vous expliquer en quoi la mode et les vêtements de manière générale participent d'un système de valeurs propre à la magie, qui ne correspond pas forcément à celui du monde moldu. Nous commençons avec la mode comme outil pour incarner l'adolescence à l'écran. Dans les 2 premiers films, les 2 costumières en chef sont Judiana Makovsky et Lindy Hemming. Elles ont pour ordre en fait de planter le décor. Ces 2 premiers films servent à donner le ton et donc surtout instituer Poudlard comme étant une nouvelle maison pour Harry Potter qui n'en a jamais vraiment eu, où il se fait sa propre famille avec le professeur et ses amis, et donc il faut instituer un peu tout ce côté très chaleureux, Christmas-ish de Poudlard, avec un code couleur bright, des couleurs chaudes. Donc ça, c'est passé notamment par l'institution des uniformes de Poudlard qui reprennent totalement le prototype de l'uniforme british, avec les grandes capes, les chemises blanches rentrées dans les jupes des filles avec les soquettes tirées bien hautes. Dans les 2 premiers films, nos 3 héros, Ron, Harry et Hermione, sont présentés dans la caricature de ce qu'ils sont, c'est-à-dire que Ron est tout le temps défroqué, un petit garçon un petit peu maladroit mais attachant. Harry, lui, il a des fringues trop grandes parce que on sait qu'il est très mal logé dans sa famille et que c'est le petit garçon orphelin. Et enfin Hermione, elle se brosse les cheveux bouclés, c'est la jeune fille modèle par excellence. Enfin dans le 3e film, c'est là qu'advient la première grande scission dans Harry Potter. C'est la scission qui advient avec la puberté, parce qu'on retrouve nos petits acteurs mais aussi nos personnages qui ont grandi en fait. Et ça correspond en termes de costume au fait que le nouveau directeur du film, Alfonso Cuarón, a fait appel à une de ses amies costumières qui s'appelle Gianni Temim et qui est française, parce qu'on sait très bien qu'en France on a tous les codes de la mode pour pouvoir s'exprimer au travers de l'apparence. Gianni Temim a pour ordre de justement faire apparaître à l'écran cette scission qui advient lors de la puberté de nos jeunes héros, mais aussi qui advient parce que le monde de la magie est en train de devenir de plus en plus sombre. Ça se traduit par un code couleur qui va être complètement changé, c'est-à-dire qu'au lieu des dominantes chaudes du jaune et du rouge qu'on avait dans les 2 premiers films, maintenant on va passer au bleu, au violet, au gris. Et ça d'ailleurs ça transparaît très bien au niveau du générique Warner Bros qui devient de plus en plus sombre au fil des films. Cette puberté qui advient lors du prisonnier d'Azkaban, elle se voit notamment par la coupe de cheveux. On pourrait croire que c'est complètement anodin, mais en fait c'est par les cheveux que passe tout un système d'adolescence qui va renforcer une envie de rébellion, une envie de résister, une envie un peu friponne de faire la merde tout simplement. Chaque personnage dans les films va avoir un breakdown de cheveux. Dans le 3e, c'est notamment Hermione qui arrête de massacrer ses cheveux en les tirant et qui s'allège un peu les cheveux avec des petites boucles qui arrivent aux épaules. C'est très important pour elle parce que lorsqu'il remonte le temps avec Harry à la fin du film, quand elle se voit sortir de la maison d'Hagrid, elle dit même à Harry « Oh, mes cheveux ressemblent à ça dedans !» Ça se passe aussi avec Harry qui va se laisser pousser les cheveux, Ron aussi, mais Ron c'est plutôt dans le 4. Il va commencer à péter un câble avec ses cheveux et se laisser une crinière de lion. Drago
Drago dans le 3, il abandonne sa coupe méchée, tirée, plaquée, gelée en arrière pour une coupe un peu plus bad boy avec tout un nouveau costume, mais je le garde pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux méchants parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Malfoy, croyez-moi. Nous passons donc au quatrième film. Le quatrième film, il plonge au plein cœur de l'adolescence, nos héros ont 16 ans et ils commencent à découvrir les affres de l'amour, les pauvres. En effet, dans le quatrième, à cause du tournoi des 3 sorciers, Poudlard reçoit l'école Beauxbatons française et l'école de garçons Durmstrang, c'est dur à dire. Et ces deux écoles vont participer à la fabrique de l'identité de nos jeunes adolescents, puisque l'école Beauxbatons française pleine d'élégance et réservée aux jeunes filles va représenter de manière assez archétypale la féminité, alors que l'école Durmstrang, l'école de Viktor Krum, les Bulgares vont nous montrer un côté plus caricatural de la virilité. L'école Beauxbatons, dans les costumes, on a ces espèces de costumes très légers et Gianni Temi m'a dit que l'inspiration c'était une goutte d'eau, d'où la forme du chapeau en goutte d'eau, d'où aussi le choix de faire les costumes dans de la soie, un tissu assez glissant qui permet d'épouser les moindres mouvements. Il y a tout un jeu d'artifice autour d'un corps ultra féminisé, là où Viktor Krum et ses amis vont rentrer dans la caricature de la virilité, de la force, de la détermination avec ces gros bâtons qui s'appuient par terre. On pourrait d'ailleurs analyser cette espèce de gros bâton comme étant un espèce de symbole phallique, hein, quelque part. Je pense que c'est pas anodin. Ce sont des jeunes hommes qui savent déjà qui ils sont, qui sont bien dans leur basket et qui ne sont pas là pour rigoler. Alors que Poudlard, c'est complètement neutre vis-à-vis de cette espèce de féminité et de cette virilité exacerbée. Poudlard et ses élèves, qui sont toujours habillés en uniforme, se trouvent être à la croisée des chemins. C'est-à-dire que les jeunes étudiants à Poudlard se posent pas la question de comment ils vont devoir s'habiller, et la seule fois où ils vont se la poser, c'est lors du bal, quand ils peuvent enfin retirer ces uniformes. La scène de répétition du bal avec McGonagall qui apprend aux élèves à danser représente très bien cette entrée en matière dans les enjeux de l'amour, de la séduction, etc. Puisque elle met en place de manière une fois de plus assez cliché, les attentes des garçons et des filles qui sont opposées, c'est extrêmement genré une fois de plus, et qui vont devoir adopter des conduites différentes et complémentaires. Dans la scène de répétition, on voit aussi comment les élèves se regardent, et ils se regardent plus comme ils se regardaient quand ils avaient 11 ans et qu'ils étaient encore enfants, ils se toisent vraiment, et il y a tout un enjeu d'apparence et de comment est-ce qu'on va se présenter à l'autre qui n'était pas du tout en question jusqu'alors. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à Hermione dans la scène du bal. Hermione dans la scène du bal arrive avec une jolie robe serrée au niveau du buste en satin rose pâle. Elle a les cheveux légèrement relevés qui dégagent un port de tête gracieux et elle est légèrement maquillée. C'est la première fois qu'on voit Hermione ainsi. C'est la première fois qu'on voit Hermione comme étant une jeune femme qui potentiellement peut aussi être attirante, être séduisante et être jolie. Gianni Temi me dit qu'à l'écran, ce qui frappe le plus du point de vue du costume, c'est la couleur. Et le choix de ce rose poudré n'est pas du tout fait au hasard puisqu'il correspond à cette première féminisation, mais en restant dans quelque chose d'assez naïf, d'assez enfantin. Gianni Temi me dit que l'idée c'était aussi de faire une robe Sweet 16 parce que Hermione a 16 ans, que c'est la première fois qu'elle a un date, Viktor Krum. Pourtant, malgré tous ses efforts, malgré le fait que tout le monde souligne sa silhouette, c'est la fin du bal et elle est dégoûtée parce que Ron n'a rien compris, comme d'habitude il a 3 trains de retard. Et Ron n'a pas compris que Hermione voulait passer le bal avec lui et qu'elle n'en avait rien à faire de Krum. Finalement, malgré tous ces artifices, ça ne l'a pas du tout rendue plus heureuse. Au contraire, elle est complètement deg. Ça passe aussi le message que finalement, tous ces efforts, ça va pas du tout la mener à ses buts, à ses fins. Pas du tout. Et ça montre aussi que Hermione ne fera jamais de concession sur ce qu'elle est pour plaire à Ron, ce qui est très important. Et c'est pourquoi ils finissent par sortir ensemble aussi tard dans la saga. En fait, Hermione n'a pas décidé d'être plus jolie et moins intelligente pour Ron. C'est un personnage qui ne s'excuse pas d'être là. Et pourtant, c'est aussi un personnage qui ne correspond pas aux codes qui sont attendus d'elle, en fait. Et on pourrait penser que c'est plutôt Luna, par exemple, mais c'est Hermione qui ne correspond jamais aux attentes qu'on a d'elle. Elle a très peu d'amis, elle peine avant vraiment d'être en amitié avec Ron et Harry, ça l'a fait beaucoup souffrir dans le tome 1 d'ailleurs.
Ensuite, elle n'a pas d'amis filles, elle traîne tout le temps avec ses deux garçons. Du fait qu'elle soit née de parents moldus, ça la met tout de suite dans une position inconfortable puisqu'on l'appelle sang de bourbe parce qu'elle est complètement critiquée du fait de ses origines. Elle occupe en quelque sorte cette place dans la société qui est isolée, qui ne correspond à rien, qui est tout le temps dans le rejet, ce qui rend cette scène de bal d'autant plus emblématique parce que pour une fois Hermione essaye de fit in, elle essaye d'être l'adolescente que tout le monde attend d'elle et ça ne marche pas parce qu'elle est super triste et ça la rend pas du tout plus heureuse. D'autant plus que dans le livre il y a une précision en plus qui n'a pas été ajoutée au film. J.K. Rowling avait écrit qu'avant le bal, Hermione était très complexée par ses dents. Et du coup, elle a voulu arranger ses dents avec un sort. Donc elle avait son petit sort sur ses dents. Et c'est Ron, comme par hasard, qui a remarqué que Hermione avait changé ses dents. Et en fait ça, c'est très révélateur parce que ça montre justement que malgré ce personnage hyper fort, il y a une jeune fille qui, dans le tome 4, est en train de se questionner sur sa capacité à plaire aux autres et surtout à la jante masculine. Hermione est déjà sujette à une certaine pression d'apparaître d'une certaine manière et que même dans le monde des sorciers, ces pressions sur les femmes existent et que c'est à cet âge-là, à 16 ans, qu'elle s'en rend compte et qu'elle a envie d'être plus jolie que ce qu'elle n'est. Or, ce qui est très intéressant dans le monde de la magie, c'est que la magie justement permet de sortir de cette injonction à la beauté. Au contraire, la magie permet d'équilibrer les forces entre l'homme et la femme et finalement d'invisibiliser leurs différences naturelles, on va dire, qui sont appuyées tout simplement sur leurs conditions physiques. On a donc des personnages féminins hyper intéressants et très surprenants, notamment Molly, la mère Weasley, qui, dans les costumes, correspond au prototype de la femme au foyer par excellence, qui est une femme qui, dans l'idée et dans l'opinion commune et générale, je dis pas que je le pense, est une femme qui s'oublie, qui ne vit qu'à travers les autres, qu'à travers ses enfants, qui est une femme un petit peu ronde parce qu'elle passe son temps dans la cuisine. Tout ça, ça se traduit par les ponchos, l'accumulation de motifs, l'accumulation de couleurs. C'est vraiment une femme qui dégage une espèce de forme de chaleur, une énergie maternelle naturelle, enfin tout ce genre de clichés et bullshit à la con. Et bien finalement, on se rend compte que c'est une sorcière extrêmement puissante et c'est là où je veux en venir, au fait que la magie permet de sortir de cette espèce de dichotomie entre les hommes et les femmes, dichotomie de genre qui les astreint à leurs conditions physiques et naturelles premières. Et ça, on le voit dans le duel entre Bellatrix et Molly. Molly tue Bellatrix et c'est là qu'on voit la force de Molly, et c'est d'autant plus intéressant que Bellatrix et Molly sont deux femmes hyper différentes parce qu'elles ont deux visions de l'amour antithétiques. Molly a une version de l'amour qui est plus sacrificielle, qui se transmet dans le don de soi, alors que Bellatrix a une vision de l'amour totalement perversifiée, dégueulasse. La seule forme d'amour qu'elle éprouve dans toute sa vie, c'est envers Voldemort qu'elle idolâtre. Donc c'est vraiment deux forces féminines qui s'affrontent, qui, dans les costumes, mais aussi dans le système symbolique entier, sont opposés et qui donnent un des duels les plus iconiques de toute la saga finalement. Dans notre 5e tome, comment évoluent nos héros? Harry change beaucoup. Harry s'est coupé les cheveux. Encore une fois, nouvelle coupe, nouveau tournant dans le process identitaire de notre personnage. Excusez-moi, la vidéo a coupé, donc je dois refilmer une partie qui me manque. Bref, je disais donc que la nouvelle coiffure de Harry symbolise tout le charisme qu'il va prendre puisque Harry devient professeur. Il préside l'armée de Dumbledore. C'est aussi le moment où il a sa première histoire d'amour, son premier baiser avec Cho. On se rend compte que Harry devient un vrai jeune homme avec une capacité à leader un peu un mouvement de rébellion. Ça se traduit par un vêtement dans la saga. Cardigan. Le cardigan, on le retrouve d'abord dans le tome 3, dans Le prisonnier d'Azkaban, et c'est Monsieur Lupin qui porte le cardigan. Or, on sait très bien que Lupin est un professeur très important pour Harry, qu'il admire beaucoup, mais qui est aussi important d'un point de vue plus sentimental, parce que Lupin permet à Harry d'en découvrir plus sur son père, et il portait un cardigan. Et ensuite, on retrouve
ce cardigan dans le 7e film, deuxième partie, lors de la bataille de Poudlard, et c'est Neville. Neville qui a été habillé par sa grand-mère depuis le premier tome. Il y avait aussi, pour le costume de Neville, tout un processus qui était censé vraiment décrédibiliser le personnage en ajoutant des fausses dents, en ajoutant un faux ventre, en lui donnant vraiment un air benet. On voit que le cardigan sert de passation en fait d'un pouvoir d'un personnage à l'autre et permet dans la constitution des personnages de transférer une forme de charisme, une forme de pouvoir, de courage, de bravoure qui se voit visuellement à l'écran par l'intermédiaire de ce cardigan en fait. Le 5e tome, c'est aussi l'arrivée de Luna. Luna, son excentricité se lie au travers de son apparence puisque elle a notamment lors de la soirée de Slughorn dans le tome 6, cette espèce de robe que Janet Mim a dit qu'elle s'était inspirée d'un sapin de Noël pour la faire. On voit que c'est quelqu'un qui s'en fout du regard des autres. Mais ce style, c'est aussi une manière visuelle de mettre en jeu ses croyances. Parce que Luna est quelqu'un qui a plein de croyances et plein de connaissances sur le monde de la magie que quelqu'un de rationnel comme Hermione ne croit et ne prend pas du tout au sérieux. Tous ces petits talismans se retrouvent dans des bijoux qui sont des véritables gris-gris. D'ailleurs, c'est l'actrice qui faisait les bijoux de Luna. Donc c'est assez rigolo, on voit que c'est vraiment un côté artisanal, fait maison, c'est pour ça qu'on y croit. Lors du mariage de Fleur, elle est habillée tout en jaune avec son père et ça fait très inspiration 70s parce que 70s, il y a le côté un peu hippie, le côté un peu débraillé qui correspond aussi à une espèce d'ouverture d'esprit, de non-jugement et de volonté de liberté. Ce qui est très intéressant chez Luna, c'est que dans le 7e film, deuxième partie, lors de la bataille de Poudlard, il y a un plan où Harry remonte les escaliers pour aller chercher le diadème et Luna lui court après et en fait c'est la seule qui ne porte pas l'uniforme de Poudlard, c'est la seule qui a ses propres vêtements. Ça nous montre que Luna, par l'intermédiaire de ce costume où elle a décidé de garder ses propres vêtements, n'a pas capitulé. Même si elle est retournée à Poudlard alors que Poudlard est désormais sous le joug de Rogue, ça ne veut pas dire qu'elle a cessé de croire en ce qui est juste. Le fait de rester habillée avec ses propres vêtements, c'est déjà une forme d'affront envers le pouvoir institutionnalisé à Poudlard, le pouvoir de la magie noire, de Voldemort, des mange-morts, etc. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre vidéo, qui va être plus courte, je vous rassure, qui consiste en l'analyse de la mode comme véritable système de valeurs propre à la magie que nous n'avons pas, nous pauvres moldus. Dans un premier temps, le vêtement est une marque de civilité, mais aussi une marque de liberté. On sait très bien que Dobby, que les elfes, sont affranchis quand on leur donne un vêtement. Et Dobby l'a été avec cette chaussette donnée par Harry par l'intermédiaire de Lucius. Ça nous montre que la gageure de notre civilité, de notre liberté, c'est les vêtements. Et qu'un corps nu n'est pas du tout un corps digne. Si on donne un vêtement à un elfe, ça lui permet de s'affranchir, de devenir libre, d'être un individu en soi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut le considérer. Ça octroie une importance aux vêtements assez primordiale. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que la mode, elle permet de ridiculiser. C'est notamment le cas dans Harry Potter 3, lorsque Neville voit apparaître Rogue en épouvantard et qu'il pense aux habits de sa grand-mère et que Rogue devient tout à fait ridicule. Ça, une petite parenthèse, c'est pas très important, mais c'est rigolo et ça nous montre que les vêtements ont aussi cette vocation-là dans la série. Enfin, quand Ron porte le médaillon dans le 7e tome, on voit toute une détérioration du point de vue de son apparence. On voit que ses cheveux roux flamboyants deviennent très ternes, on voit qu'il devient de plus en plus cerné. Même ses vêtements, pourtant Ron porte beaucoup de couleurs, tout devient beaucoup plus gris, beaucoup plus sombre. Et en fait, on voit que la magie a le pouvoir de faire changer les apparences. C'est aussi le cas de Luna. Luna, dans le 7e, malgré le fait qu'elle reste très éthérée, elle a perdu de son panache. Ses cheveux blonds sont presque devenus gris, emmêlés, ses yeux deviennent translucides, sa peau aussi. Enfin, nous allons parler de Dumbledore, parce que Dumbledore représente le magicien par excellence, et ça se transmet par son costume. Dumbledore est très stylé, il a du cachet. L'inspiration pour Dumbledore, c'était un hippie. J.K. Rowling a dit à Janet Mim, Dumbledore, c'est un hippie des années 70. Et ça se retrouve dans ses capes flottantes qui sont hyper grandes, dans sa grande barbe soigneusement coiffée. Il met tout le temps un petit élastique avec un petit bijou dans sa barbe, ce qui est extrêmement mignon. Et on voit aussi une évolution pour Dumbledore à partir du 3e tome, quand on change d'acteur, parce que dans les 2 premiers films, Dumbledore c'est plutôt un petit vieux qui a un peu du mal, hein. On voit quand même que son grand âge ne lui permet plus toutes les folies de la jeunesse. Et quand on change d'acteur, tout
à coup Dumbledore va se mettre à être beaucoup plus dynamique. Ça se correspond aussi à un changement dans son style, parce que dans les 2 premiers tomes, il fait quand même assez papy, il met du velours machin. Dans les autres films, il devient très stylé. Il a une robe argentée avec des motifs de lune et d'étoiles sur sa robe. Il a tout le temps des bagues et des bijoux. C'est quelqu'un qui fait extrêmement attention et qui prend soin de lui. Il correspond assez au cliché du magicien qu'on peut en avoir, même s'il est vraiment dynamisé à partir du changement de l'acteur. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, quand ils ont changé d'acteur, Michael Gambon a commencé dans une scène à courir dans les escaliers. Les directeurs ont dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est Dumbledore là, c'est pas possible, il faut pas courir. Et l'acteur a répondu désormais Dumbledore court. Et d'ailleurs sa magie même a beaucoup de classe, sa magie est une magie qui a du style, du cachet, il est quand même assez classe, il faut le dire. Voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo sur les costumes dans Harry Potter. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et à partager aussi parce que c'est toujours chouette de voir que vous aimez bien. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme ça vous pourrez voir la deuxième partie qui va normalement sortir très bientôt et qui va porter sur les personnages méchants. Comment est-ce que le mal peut être représenté de manière visuelle au travers d'un costume. Je crois que je préfère encore la deuxième partie que celle-ci. Vous allez voir, ça va être super chouette. En attendant, on peut se retrouver sur mon blog ou sur ma page Instagram. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes fêtes et on se dit à très bientôt. Bisous.